Et bonjour à tous, bienvenue sur The Money Show, le podcast qui parle d'argent, mais pas que. Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos projets. Moi, je suis en forme comme d'habitude. Ça bouge un petit peu niveau immobilier pour ma part. J'emménage d'ici un mois dans ma nouvelle résidence principale et on devrait attaquer les travaux à la rentrée. Donc je suis super content, je vous partagerai ça sur les réseaux. Et j'aurai peut-être d'autres nouvelles, d'autres projets à vous annoncer sous peu, mais je garde le suspense jusqu'au bout. Sinon, petit retour sur le podcast avec Alexis Lacroix, ça vous a plu. Seul petit bémol, c'est la qualité de l'audio. J'ai pas réussi à faire mieux, je suis désolé. Ça résonne un petit peu, donc s'il y a quelqu'un dans mon audience qui est calé en retouche audio, n'hésitez pas à me faire un petit DM qu'on en discute. Sinon, pour en revenir au contenu du podcast, Alexis change un petit peu des invités que j'ai eu jusqu'à présent. Et ça fait plaisir de voir qu'avec le podcast, je rencontre des personnes qui viennent de tout horizon. Ce que j'ai aimé également dans son parcours, c'est qu'il est jeune, il a faim, il déborde d'idées. Et je trouve que c'est hyper motivant de rencontrer des personnes dynamiques comme ça. Donc encore une fois, merci Alexis pour ton intervention. Je vous remercie à nouveau pour vos écoutes et vos partages sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux. On a une note de plus sur Spotify. On a 19 notes et toujours pareil sur Apple Podcast, on est à 22. Donc si toi auditeur tu m'écoutes et que tu n'as pas encore mis un commentaire, ni une note 5 étoiles, je compte vraiment sur toi. Ça me permet, d'avancer dans mes projets et puis ça me motive toujours plus à te faire du contenu. Sinon sans transition, le podcast du jour c'est avec Philippe, un ami que j'ai rencontré il y a un an au Mastermind Surf des Gentlemen Investisseurs. Et j'aimerais, avant de vous présenter l'invité du jour, faire un petit aparté sur les masterminds, les séminaires, les soirées IMO, réseautage, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant pour deux raisons. Première raison, c'est que dans ce genre d'événement, il y a toujours des présentations ou des animations d'experts, que ce soit des avocats fiscalistes, des experts comptables, des investisseurs ou des entrepreneurs confirmés. Donc vous allez apprendre plein de choses, que ce soit en IMO, en entrepreneuriat, en bourse, en crypto, fiscalité ou que sais-je. Et la deuxième raison, c'est que vous allez faire des rencontres et agrandir votre réseau. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de vous faire des amis qui sont câblés comme vous. Donc on se sent un petit peu moins seul quand notre entourage n'est pas forcément câblé immobilier ou investissement. Donc ça c'est super cool. Vous allez aussi pouvoir faire des rencontres et pourquoi pas trouver des associés avec la même vision que vous. Et du coup des associés pour des projets immobiliers, pour des business. Donc ça c'est top. Et surtout ça permet un partage de connaissances et ça n'a pas de prix. L'exemple tout simple que j'ai en tête, c'est au tout début de mes recherches pour ma résidence principale. J'ai visité quelques maisons où il y avait des travaux de structure, des murs porteurs à tomber ou même d'autres problématiques. Et en fait, pour pouvoir se positionner rapidement sur certains biens, il faut pouvoir vite estimer le coût des travaux pour savoir si le bien il est rentable ou pas. Donc avant de faire venir les artisans, c'est bien de pouvoir estimer ça rapidement. Et moi, suite à ces visites, j'ai appelé un pote marchand de biens. J'ai envoyé des photos, des vidéos et quelques explications. Et tout de suite, j'ai su si les travaux étaient réalisables et surtout à quel prix. Donc surtout ne négligez pas ce genre d'événement parce que ça vous permet entre guillemets d'agrandir vos connaissances. Donc c'est top. Sinon pour en revenir au podcast du jour, c'était avec Philippe qui est une personne incroyable. Vous l'avez vu dans le titre, mais il génère environ 35 000 € par mois de revenus locatifs, issus principalement de la location courte durée. Je trouvais intéressant de le faire venir dans le podcast, car au-delà des chiffres qui sont importants, il a une gestion quasi automatisée de ses locations courte durée, et ça sans passer par une conciergerie. Il gère encore tout en direct grâce au process qu'il a mis en place. De plus, il travaille en famille avec sa maman, et ça c'est beau. Ça me touche d'autant plus que moi également, pour la gestion de mes biens et pour mes travaux, pour mes projets aussi, je travaille en famille. Donc l'entourage, c'est quelque chose de fort et important. Sinon, pour en revenir à Philippe, il continue de développer son parc IMO, notamment grâce à son dernier projet. Donc que dire à part un grand bravo. Et dernière chose importante, il a récemment participé à un marathon. Donc il a fait une préparation comme tous ceux qui font un marathon. Donc généralement c'est entre 12 et 16 semaines, ça dépend après le temps qu'on souhaite faire. Et pour avoir également participé à un marathon en 2023, en fait on doit se fixer un objectif de temps. Généralement on veut terminer le marathon, mais la plupart du temps on se fixe un objectif de temps. Et une fois qu'on a fixé l'objectif sur le temps, on établit un plan d'action. Donc là pour le coup c'est une préparation, un programme sportif, un programme nutritionnel aussi, c'est hyper important.
Et ensuite, on applique ce plan, ce programme, sans se poser de questions. La seule chose à avoir, c'est de la discipline. Et pourquoi je vous dis tout ça ? Je trouve que la discipline qu'on peut s'imposer dans le sport ou dans la nutrition, par exemple, elle est facilement transposable dans l'investissement immobilier ou dans le business. C'est juste une question d'objectif. Voilà, donc on se fixe un objectif. Derrière, on établit un plan d'action. Et derrière, simplement de la discipline. On applique bêtement. Et tout ça, voilà, pour moi, c'est une question de mindset. Donc, je vous laisse méditer là-dessus. En tout cas, Philippe, merci pour ton partage et bon courage pour la suite. On continue de te suivre sur les réseaux de toute manière. Et maintenant, je vous laisse avec le podcast du jour qui, j'espère, vous plaira. Et bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Philippe dans le podcast. Et d'ailleurs, je te remercie à nouveau pour avoir accepté l'invitation. Bonjour à vous, voilà. Donc avec Philippe, on s'est rencontrés au séminaire du surf des gentlemen en 2023. Où d'ailleurs on a surfé des vagues de 7-8 mètres de haut. C'était la folie. Presque. Ouais, presque, ouais. Non, en fait c'était plus des vagues de 50 cm. Donc, mais bon, c'est éclaté quand même. C'était une super semaine. Donc ouais, on s'est rencontrés. En gros, ça fait pile poil un an. Tu vois, c'était en juin l'année dernière. Donc, ouais, c'est ça. Donc voilà, ça fait une petite année qu'on se connaît, on se suit, moi je te suis à travers les réseaux, sur tous tes projets en cours, sur ce que tu fais là à l'heure actuelle aussi. Et puis encore une fois, je suis très content que tu participes au podcast. Tu vas pouvoir nous partager ton parcours. Donc pour démarrer, Philippe, j'aimerais que tu nous dises, j'ai une question. Tu es dans un Uber, il te reste 2 minutes de trajet, et le chauffeur il te demande ce que tu fais dans la vie. Tu lui dis quoi ? Alors je lui dis que je suis investisseur immobilier. Surtout en location courte durée, Airbnb. Je lui dis ça. Je travaille dans l'immobilier, mais en plus particulier en location courte durée, Airbnb. Je gère maintenant une vingtaine de biens, 15 qui m'appartiennent et 5 en gestion. Ok. Après, je fais un peu de marchand bien. J'essaye de commencer, mais en ce moment, c'est compliqué. Et après, je fais également un peu de formation, coaching, voilà. On va dire dans mon temps libre, qui est assez important. Et également, je fais du sport. Ma passion, voilà, j'essaie de faire du sport un maximum quand j'ai le temps, au-delà de l'immobilier et des autres choses à faire dans la vie. Ok, bon écoute, on reviendra sur chacun des points. Bien sûr. Et ouais, tu as quel âge là ? Rappelle-moi. Alors là, j'ai 27 ans. 27 ans, ok, d'accord. Et tu vis, après tu peux pas forcément, si tu veux pas citer la ville, mais à côté de oui, pas de souci. Je vis à Beau-Soleil, à Nice, voilà, à côté de Monaco, en gros. Ok, à côté de Monaco. Bon, allez, c'est parti. J'aimerais que tu nous dises si tu as une personne qui t'a inspiré au cours de ta vie, une ou des personnes, et pourquoi ? Alors, les personnes qui m'ont inspiré, la première, je dirais ma sœur. Okay. Voilà, ma sœur qui est maintenant décédée depuis maintenant 6 ans. Et elle était vachement speed, elle travaillait tout le temps, en mode businesswoman, 100%, 24/24. Des personnes comme ça, j'en ai jamais rencontré. Oui, vraiment jamais rencontré. Et c'est une personne qui aimait travailler, transmettre, mais pas en mode travailler pour gagner de l'argent, travailler pour créer des choses, créer des business, créer de la plus-value aux autres, on va dire. Ok. Et donc ça m'a inspiré, à me lancer dans l'immobilier, dans le Airbnb, à vraiment essayer de performer tout ça. Donc c'est vraiment la personne principale, qui m'a inspiré. Et quand tu dis qu'elle travaillait à fond, elle travaillait dans quoi, dans quel domaine ? Alors, elle travaillait dans les machines à sous, casinos, salles de jeu. Voilà, elle a travaillé en Italie et tout, elle était directrice d'une boîte et tout en Italie. Après, elle est partie aux États-Unis, où elle a fait ses propres salles de jeu. Après, en même temps, elle avait acheté des appartes en location. Rien d'extraordinaire dans le sens qu'elle a acheté le crédit, le loyer couvrait le crédit. Et après 4 ans, après 10 ans, ça te fait beaucoup d'argent. Et également, elle faisait de la bourse, du trading surtout, en penny stock. Pour certains qui connaissent, voilà, c'est les petits trucs, les petites actions en penny stock. Et surtout, elle faisait ça, salle de jeu, business, elle essayait de créer des business de tout genre, aux États-Unis à la fin. Ok, écoute, hyper inspirant, elle faisait pas mal de choses alors. Elle devait avoir des sacrées journées, je pense. Ah oui, les journées c'était 8h minuit, mais avec plaisir. C'est pas des journées de travail, c'est des journées, pas travail, mais plaisir, quoi.
Ok. Quand Ah tu bah, fais ce que carrément. t'aimes, c'est différent de travailler dans un bureau et faire quelque chose que t'aimes pas, en gros. Exactement, ouais. Les heures passent pas à la même allure. C'est surtout Voilà, ça. c'est ça. Et j'aimerais que tu nous dises maintenant, Philippe, quelles sont les valeurs auxquelles tu tiens, des valeurs qu'on t'a transmises ou alors des valeurs que tu as pu apprendre au cours de ton parcours de vie et de Bien tes sûr, bien expériences. sûr. Alors, les valeurs que je tiens, c'est, on va dire, l'honnêteté. Voilà, Ok. d'être honnête toujours, de dire les choses, la vérité, enfin, jamais mentir. Euh, voilà, pour moi, c'est une valeur fondamentale. Ensuite, ouais, c'est une question assez compliquée, c'est pas facile, les valeurs comme ça, parce que c'est pas une question à laquelle on se pose souvent, enfin, à laquelle on réfléchit. L'honnêteté, après, je sais même pas quoi. Ouais, bah écoute, après, tu sais, on va échanger. Si jamais tu as des Ouais, trucs ouais, qui bien te viennent sûr. en Ouais, tête, ouais, n'hésite qui pas me à me reviennent. couper. Et puis, Ouais, ouais. en tout cas, voilà, j'ai bien retenu l'honnêteté en priorité. Ok. Voilà, toujours être droit. Enfin, toujours avec mes clients, j'essaie d'être droit, gentil. Euh, Jamais essayer, on va dire, de la faire à l'envers. Toujours être réglo. Ok. Voilà, être réglo. C'est surtout ça, on va dire, qui me caractérise. Et je suis pas là. Même les LCD, mon but c'est juste que tout se passe bien. Je suis pas là pour gagner un maximum d'argent. Oui, je suis là pour gagner un maximum d'argent, mais pas en essayant des méthodes farfelues ou quoi. Toujours ouais, être honnête, on va dire. Ouais, c'est ça la valeur principale. Ouais, gagner de l'argent, mais tu vois, pas à tout prix, pas écraser d'autres personnes, ou alors, comme tu dis, mentir pour arriver à tes fins, entre guillemets, c'est ça. Ouais, c'est ça. Enfin, même sur des choses un peu bêtes, je trouve. Des fois sur les air covers et tout, je trouve les air covers de certains un peu exagérés. Je comprends pas trop moi. Quand je sais que je fais de la LCD, des fois, je me dis ouais, bon, la femme de ménage, elle va lui passer 5 minutes de plus, quoi. Tu vois, deux assiettes pas lavées. Pour moi, je me dis bon, on s'en fout, quoi. Enfin, moi, j'ai pas le temps, quoi. Je préfère aller faire du sport que penser à ça, que j'en ai à foutre de prendre mon temps à ouvrir un air cover, quoi. Non, mais t'as raison, t'as raison. Bon, bah écoute, bien cool. Et puis, on va venir à ce que tu fais là actuellement. Mais j'aimerais qu'avant que tu nous décrives un petit Bien peu sûr. ton parcours, là, qu'est-ce que tu as fait comme études. Et avant d'être investisseur immobilier, est-ce que tu as déjà été salarié ou est-ce que tu as déjà eu d'autres affaires? D'accord, oui, bien sûr. Vas-y. Ouais. Alors, moi, j'ai commencé, bah, j'ai fait des études, j'ai fait un UT GEA, qui s'est bien Ah, ok. passé, voilà, un UT GEA, et après j'ai basculé. Avant l'UT GEA, j'ai fait un UT génie thermique à Marseille, c'est un truc d'ingénieur que ma mère voulait faire, qui s'est très mal passé, enfin je détestais ça, donc j'ai arrêté, et Ok. j'ai commencé l'UT GEA, bon, qui s'est bien passé, c'était, on va dire, une branche qui me plaisait, vu que c'était un peu de la compta, de l'économie, enfin c'est ce que je voulais faire de base. Après, j'ai terminé avec un master en gestion de patrimoine. Ok. Enfin, c'était une période, voilà, un peu compliquée, on va dire, parce que durant ce master, voilà, il y a eu le décès de ma sœur, donc on va dire, avec ma mère, fallait reprendre un peu l'immobilier, voilà, qu'elle avait accumulé. Enfin, fallait se créer une source de revenus, etc. Donc, durant le master de gestion de patrimoine, j'ai commencé avec ma mère, on a commencé déjà à acheter des biens pour les Ok. mettre en LCD. D'accord. L'LCD, c'est venu vraiment par hasard. On s'est dit, ma mère, elle avait déjà un appartement bah, qu'il fallait rénover parce que les locataires partaient après 15 ans. On s'est dit, on va le rénover. Et si on mettait en LCD, c'était il y a 6 ans déjà, donc bon, ça existait, hein, mais c'était que le début. Donc, on a mis juste pour voir. Hein, c'était pour 2 3 mois et après le rebasculer en longue durée. Après, c'est bien passé. Et après, on va dire, c'est le cycle. Tu bascules tout en LCD au fur et à mesure et après, tu commences à racheter des biens. Donc voilà, après il y a eu le décès de ma sœur, voilà, on a vendu bah, tous ses biens en Italie, enfin elle avait des biens à Milan, bah, c'était un peu dur à gérer, ça servait pas à grand chose, c'était des trucs qui s'autofinançaient mais il n'y avait pas vraiment de cash flow, Ok. donc c'était mieux de tout vendre et de racheter ici avec la plus-value, etc. Après oui, on a commencé à emprunter avec ma mère, avec les revenus qu'elle avait, plus moi encore quand j'étais en master de gestion de patrimoine. Est-ce que tu étais en alternance, c'est ça, en master, ouais? Non, non, je n'étais pas en Ah non, alternance. pas. Ok. En fait, j'avais pas le temps de faire de l'alternance. Comme on devait faire du Airbnb, des travaux en même temps, c'était un peu compliqué. Ok. Même les stages, je les ai pas fait parce que j'avais pas le temps. Ok.
Enfin oui, j'ai fait quelques stages dans des agences IMO, enfin des trucs comme ça. Mais après, je me voyais pas travailler pour quelqu'un. C'est un truc. J'ai fait vendeur, voilà, l'été. Bon, j'ai déjà fait le vendeur pendant 2 3 mois. C'était pour faire un peu de travail, mais bon, c'était horrible quoi. D'être salarié, c'est un truc. Ça me dérangeait pas de le faire 2 mois parce que je savais que ça durait 2 mois quoi. Fallait pas que ça dure plus que 2 mois. Et après, vu que le Airbnb, en fait, avec un bien en LCD, enfin par chez nous, tu génères on va dire 2 000 € par mois, donc t'arrives à en vivre tout de suite quoi. Donc t'en achètes un, deux, avec deux t'en vis et après bah c'est un peu la boule de neige. Euh, on a acheté plusieurs biens à Beau Soleil. Enfin on en a eu attends 8 en LCD actuellement. Après j'ai fait 2 marchands à Nice en D'accord. achat-revente en RP. Ok. Voilà, j'y ai habité voilà un an et demi. J'ai fait un peu de LCD. Enfin voilà, j'ai optimisé un max RP, LCD et j'ai revendu le premier avec 30 000 de plus-value. Donc c'était pas mal pour une première expérience. Et le deuxième, c'était sur un petit montant pareil avec 20-25 000 € de plus-value, toujours 20% de plus-value. Et après, avec le cash, en peu d'expérience, j'ai acheté qu'un autre bien qui ont LCD. Et dernièrement, ben, un immeuble à Grasse de 4 lots euh, qui, au début, j'avais pensé à 3 4 mois de travaux, ça s'est transformé en un an de travaux. Heureusement qu'il y avait la trésor, quoi, c'est le classique. On n'a pas sous-estimé, on va dire, le montant des travaux, on a plus sous-estimé le temps de travaux. D'ailleurs, c'est très important les deux aspects sont très importants. Et si vous n'avez pas de cash flow et si vous êtes vraiment à la limite, bah, faut faire attention. Moi, ça va. Bon, je rembourse le crédit. Je me dis, je m'enrichis avec bah, le capital restant dû qui se rembourse, donc c'est pas très grave. Mais bon, après un an de travaux, ça fait du bien que les lois ils vont rentrer. En plus, il n'y a plus les travaux à suivre, vu que bon, les travaux, même si on délègue tout, bah, faut suivre. Moi, en tout cas, je délègue pas tout. C'est moi qui fais vraiment maître d'œuvre. Donc, à chaque fois, je dois vérifier que tout est OK. Même si c'est toujours les mêmes artisans depuis 5 6 ans. Donc, il n'y a aucun souci. Voilà, on fait toujours la même chose, on va dire. Enfin, en gros, hein, on connaît nos styles, on fait toujours la même chose. Après, quelques touches de déco qui changent. Mais sinon, globalement, c'est ça. Après, je me suis lancé également un peu en formation, coaching, voilà, dernièrement, sur la dernière année, Ok. pour voilà, transmettre mon savoir. Et également, voilà, le marchand, j'en ai fait un peu. Là, j'essaie de débuter, mais c'est compliqué. Et en ce moment, je suis plus en mode tranquille, chill sport que en mode marchand. Et également, j'ai pris quelques biens en gestion, mais vraiment de la gestion assez passive, tranquille, quelques biens en cost, mais vraiment des super biens où tu peux louer 300 400 la nuit pour voilà maximiser les rentrées en faisant un minimum de travail toujours. Parce qu'en Ok. automatisant, en déléguant un max. Ok. Voilà. Et du coup, donc, moi, j'avais tout un petit parcours, un petit panel de questions, entre Bien guillemets. sûr. Donc, j'avais, en fait, par quoi tu as commencé, donc, tu as expliqué. Déjà, tu as démarré il y a 6 ans, tu disais, donc, sur un Ouais. appartement, en fait, avec ta maman. Donc, en Oui, fait, voilà, tout. maman, elle avait déjà plusieurs appartements et on a Ok. démarré surtout par un bien, quoi. Par un Ok. Et appartement. donc, toi, tous les appartements, là, que tu as achetés, à chaque fois, c'était en indivision, c'est ça que t'as, avec ta maman, non? Ou... Certains en indivision et Ouais. ça dépend. Les apparts sur Nice, c'était tout seul. Ok. En fait, quand je pouvais le faire tout seul, je le faisais tout seul. Parce que bon, il y a la question ensuite enfin de l'héritage. Bien sûr, ma mère est encore jeune, mais bon, enfin, quand on fait l'immobilier, la gestion de patrimoine, on y pense déjà. Donc c'est mieux que j'achète moi, parce que de toute façon après, il faudra transmettre à mes enfants entre guillemets. Donc c'est mieux que j'achète moi qu'avec ma mère. Bah, et quand je pouvais pas, j'achetais avec ma mère en indivision 50-50 ou enfin 70-30. C'était un peu ce qui était le mieux pour la banque, ce qu'elle préférait. Oui, à Cannes, j'ai acheté seul et à Grasse, c'était en vision aussi parce que la banque me prêtait pas seul. Donc c'est vraiment, ça dépend des projets, quoi. Ça dépend des projets. Et en fait, tu as tout emprunté en nom propre ou tu as fait des choses aussi en société? Alors j'ai tout fait en nom propre, en Tout fait en LMP, nom parce que, propre. Donc, statut LMP, ok. Et, enfin, en fait, au début, société, quand j'ai commencé, enfin, je me suis formé vite fait, mais je pensais pas à ces choses. Je pensais vraiment. En plus, déjà, je pensais pas du tout atteindre les sommes que j'ai atteint en revenus. En LCD, je pensais, au lieu d'atteindre, on va dire, 15 000 € par an en LCD sur un appart, j'atteins 40, quoi. Et c'était pas du tout prévu, quoi. De base, je devais rester, enfin, sur des revenus assez, pas modestes, mais sur des revenus normaux, un peu qui correspondent à la location meublée. En fait, avec des revenus LCD, après, t'exploses, t'es en LMP. Mais après,
on va dire ça se passe bien. Et en société, j'ai pas pensé sur les derniers biens, la banque on peut bloquer en société et prêter en nom propre. Donc je me suis dit bah non propre, hein. Enfin l'important c'est d'acheter. C'est toujours mieux d'acheter sous certaines formes, mais bon dans mon cas non propre c'est pas dérangeant. Enfin j'ai que ces revenus au final, enfin quasiment. Donc c'est pas grave. Après sur les prochains je ferai en société. J'ai ouvert une Ok. société pour faire un peu de la gestion, du marchand et faire les prochains locatifs. Surtout avec les nouvelles lois qui sont sorties. On sait pas trop, ça change toutes les semaines au Sénat, mais voilà, on verra bien. C'est ça, on sait pas trop à quelle sauce on va te Voilà, manger. c'est ça. Et du coup, donc, ok, donc tout en LMP et justement, bah, au niveau des banques, est-ce que ça t'a posé problème pour aller démarcher parce que en fait, tous tes revenus ou la quasi-totalité de tes revenus, c'est de la location courte durée. Comment est-ce que tu as vendu à chaque fois les projets? Comment, enfin, la banque, quel revenu elle a retenu? Je suis vraiment, je pense que ça peut être intéressant de savoir Bien sûr. parce que peut-être aussi en fonction des régions ou autres. Toi, je pense que tu as une région qui se porte beaucoup à la LCD. Donc, Bon, non. ah non, pas tant que ça, ouais. Enfin oui, ça se porte à SCD, mais je me suis fait jeter par toutes les banques. Ok. Ah, ok. Et la seule personne qui m'a suivi, bah, c'est mon conseiller, qui était un an plus jeune que moi et qui a fait le même master que moi. Énorme. Donc, et vous, Donc, enfin, ok, c'était pas un pote, non? pas- C'était. non, même pas. Enfin, on s'était vu un peu à l'université et après, tu vois, on a un bon feeling. Enfin, il est jeune et tout, tu vois. Lui aussi, il a un peu investi et on va dire, j'ai essayé de voir d'autres banques et tout et à chaque fois, j'avais 20-30 refus. Les courtiers, ça servait à rien. Je rentrais chez le courtier, il était là, il faisait, ouais, je vous trouve le prêt sans souci. Une semaine après, il me rappelait, ah, mais vous savez, monsieur, c'est compliqué, vous savez. Donc, bah, tous les courtiers, genre, même ceux qu'on m'a conseillé, au final, ils sont là, ils reviennent, ouais, mais vous savez, c'est pas facile. Donc, au final, c'est grâce à lui bah, que j'ai fait ouais tous mes projets. Ok. Et comment il a présenté le dossier, ça aussi c'est intéressant. En fait, il a pas du tout présenté en LCD. D'accord. Bon, genre mes revenus sont tous en LCD, mais il m'a demandé de faire bah, comme si c'était en longue durée en meublé. Donc bon, sur certains biens, je gagne 2005, on va dire en courte durée, et en longue durée, on va dire, je les ai présentés à 1000-2003 pour Ok. des studios. Bon, chez nous, c'est normal, hein. Ça fait cher, putain. Mais oui, Voilà, ok. on a des prix parisiens. Et c'est passé comme ça, c'est passé limite, mais à chaque fois, c'est passé. Et après, oui, après, j'ai mis de l'apport aussi, hein. Bon, on va pas se Ok. cacher. Sur Cannes, par exemple, j'ai mis 25% d'apport. Ok. Et sur le dernier grâce, non, j'ai mis que 10%. J'ai eu un peu de chance quand ça dépend. Ça dépend en fait des montants. Et là, plus la rente est élevée, moins on met d'apport. Mais voilà, ça dépendait. Mais oui, j'ai mis d'apport, hein. Faut être clair, j'ai pas fait de 110% ni de sans apport. C'est assez compliqué quand t'as un MP et tout. Et surtout quand t'es jeune. Enfin voilà, après, si on peut, tant mieux. Mais souvent, surtout les banques, j'avais de l'apport et je mettais de l'apport. Ils me demandaient, sinon ça passait pas quoi. C'était pas, je vais voir une autre banque, je vais chercher celle qui a de l'apport. Non, moi je cherchais celle qui me prêtait quoi. Celle qui C'était déjà prêtait. miraculeux qu'elle me prête quoi. Ok. Bon, bah écoute, hyper intéressant. Et donc là, à l'heure actuelle, tu disais donc que toi, tu as 15 lots à l'heure actuelle, c'est ça? Tu détiens 15 lots? Bah avec ma mère, on détient ouais une vingtaine de lots parce qu'on a des parkings aussi. Ok, une vingtaine de lots, ok. Voilà, une Et vingtaine, je sais même plus parce qu'il y a des caves, il y a des parkings. Bon, les parkings valent 50 000, donc ça reste un lot, tu vois. C'est pas ici. d'accord, putain, ouais. C'est le prix C'est d'un pour ça appart ici, où voilà, j'habite, c'est moi. ça. Voilà, ici c'est le prix d'un parking et le parking tu le vends en une journée, quoi. Vraiment une journée, tu vois. Tu es sur le bon coin le lendemain, s'il est plus cher, tu le vends pas, mais s'il est au prix en une journée, tu l'as vendu. Donc c'est un bien très liquide. Putain, c'est incroyable. Ok, donc du coup, une vingtaine de lots. Et tu sais là, à l'heure actuelle, ce que ça représente à peu près en montant brut, enfin en valeur brute En montant brut, on est sur un peu plus de 3 millions, on va dire. Ok. Donc, putain, c'est quand même exceptionnel. Et tu sais à peu près ce que ça te rapporte mensuellement, ouais? Tout lot confondu. Ouais, mensuellement, on est sur du 30 000 euros par an environ. 30 000 euros par mois, pardon. 30 000 30 par 000 euros mois. par mois. Ok. Enfin, Ah avec ouais, ouais, c'est ça, plus ou moins entre 30 000, voilà. ouais, On fait des lycée sur mois, l'année. voilà, en décembre, on fait des mois à 15 000 et en juillet à 50-60 000, quoi.
C'est ça, ouais. Dans mes souvenirs sur tes stories l'année dernière, je me disais putain, mais c'est pas possible. Tu partageais des stories où tu sais, tu faisais le récap mensuel. Ah ouais, non, c'est ça. Franchement, c'est incroyable. Ok. Et Comme là, pour le Grand Prix, il y a des apparts que j'ai loués à 1005 par nuit, quoi. 800 par nuit pour les studios, à 1005 par nuit pour des 3 pièces, quoi. Donc, on est vraiment sur des prix qui changent beaucoup. Et l'hiver, tu loues à 55 € la nuit, quoi. Enfin... Ah oui, d'accord, ça n'a rien à voir. Ah oui, ça n'a rien à voir, ouais. Mais ouais, je pense que tu as aussi la localisation qui s'y prête avec les événements qui ah oui, se bien passent sûr, un petit peu à droite à gauche. Et puis toi, après, du coup, en profil de client, de clientèle, qu'est-ce que tu as? C'est beaucoup d'étrangers peut-être, non? Alors, de profil, c'est marrant parce que tu le ressens vraiment en profil, le budget des saisons, de la richesse des pays. Enfin, là, t'as toute la planète, quoi. Durant l'hiver, c'est des travailleurs, enfin, surtout des travailleurs. Enfin, à Monaco, ça construit beaucoup, t'as beaucoup de chantiers, c'est beaucoup de travailleurs. De tout type, hein. Tu peux avoir des ingénieurs, enfin, surtout sur les mecs des chantiers, quoi. Enfin, les mecs des chantiers, surtout que l'hiver, je loue pas cher, donc il n'y a aucun souci, ils viennent. Beaucoup de joueurs de tennis. D'accord. Ah, voilà. Comme j'ai un immeuble qui se trouve à 100 mètres du Monte Carlo Tennis Club où tous les joueurs s'entraînent, enfin la moitié du circuit, là, la semaine dernière j'avais 4 joueurs en même temps, des joueuses, des joueurs, voilà, donc c'est vraiment... Ok, là, c'est marrant. Ça c'est Et après... Ouais, après on peut avoir des joueuses de poker, on peut avoir des pilotes de rallye, tu vois, on a de la typique comme ça. Et après sinon l'été ça sera que des Américains. Dès que il faut sortir beaucoup d'argent, enfin 150, 200 € la nuit ou plus, ça sera que des Américains ou Australiens, enfin vraiment des trucs américains, australiens, anglais, d'Allemands aussi des Allemands. En fait, l'été, quand les prix sont chers, on aura des pays, on va dire, qui ont beaucoup d'argent, surtout aux États-Unis. Voilà, quand tu habites à Los Angeles, le prix d'un loyer c'est 3 000 € par mois, donc louer 200 € la nuit pour eux c'est normal, tu vois, c'est une longue durée, quoi. C'est ça. Et l'hiver, tu auras plus des Italiens, des Français, enfin, voilà. Après, on a un peu toute la planète, hein, un peu de tous les pays, aussi les pays de l'Est, enfin, un peu de tout. Ok. Et Dubaï, enfin, les pays de l'Est, maintenant, c'est Dubaï quand ils arrivent. C'est écrit Dubaï. Ok. Sur leur profil Airbnb. Écoute, pas mal de clients différents. Et on découle du coup la question suivante. Au quotidien, comment est-ce que tu gères tes LCD? Comment est-ce que tu gères tes plannings? Qui fait les ménages? Ouais. Comment tu t'es structuré, organisé? Alors, comment je me suis structuré? J'ai une buanderie dans un des immeubles où je fais lavage, séchage, etc., repassage. Ok. J'ai 2 femmes de ménage en général, enfin des fois une, des fois 2. Enfin plus souvent une parce qu'elle fait 6 ménages par jour. Okay. Elle enchaîne, ou sinon des fois 2, ça dépend. Au niveau de la structure, après c'est moi qui gère, voilà, les réservations, les appels, il y en a pas, mais les réservations, les messages avec les clients, c'est vraiment moi qui gère. C'est une partie que j'aime bien faire et qui me prend pas beaucoup de temps. C'est pas compliqué. Et après, après le planning, moi c'est vraiment rudimentaire. Je sais qu'il y en a qui ont qui envoient sur, c'est même pas du WhatsApp. Moi c'est une feuille où je remplis ce qu'il y a à faire et et je passe. Elle fait les ménages. Et c'est assez simple, en fait, elle vient le matin à 9h, elle prépare le linge, elle amène le linge, elle fait les ménages jusqu'à 15h, 16h. Ok. Et après, elle met les machines. Et le lendemain, rebelote. Et voilà, bon, ça, on va dire c'est assez facile comme, là, j'ai 2 immeubles qui sont à côté, même les biens en gestion, c'est tout, on est on est dans 2 km², quoi. On est vraiment proche, à 10 minutes à pied, de tout. 5 minutes, 10 minutes en voiture, 10 minutes à pied. Donc tout est assez simple. Après le bien à Cannes, j'ai une autre femme de ménage là-bas et c'est automatisé avec une boîte à clés. Et à Grasse, j'aurai également une autre femme de ménage et des boîtes à clés. Donc ça va être un peu le même système que j'ai à Beau-Soleil. Mais en gros, ça me prend pas beaucoup de temps. Et moi, j'habite juste à côté, donc je suis pas en mode j'automatise à 100%. Si y a un souci, il faut que j'ai quelqu'un sur place. Je suis sur place. Ou même ma mère, elle habite à 300 mètres. Donc, il n'y a pas besoin d'aller vraiment ultra loin dans l'automatisation. S'il y a quelque chose qui se casse ou quoi, je peux passer. Il n'y a pas de souci. Avant d'aller au sport, je passe sur le chemin, quoi.
Donc Ok. c'est assez simple. Plus on allait bien proche, plus c'est facile de gérer. C'est clairement si j'aurais des biens à 200-300 km, ça serait plus compliqué. Là, faudrait automatiser à 100%. Là, j'automatise avec femme de ménage et boîte à clé déjà. Et le linge, elle le fait elle sur place. Donc ça suffit, ça se passe très bien quoi. Et puis quand il y a des petites galères, notamment j'ai déjà vu tes stories, des machines à laver à changer ou des petits Ouais, bricoles ouais, comme ouais. ça, bah, tu te déplaces. C'est ça Ouais, aussi je me l'avantage, quoi. déplace et j'ai toujours un ou deux artisans que je connais qui, ouais, tu les appelles en 1 heure, ils sont là et on le fait vite fait, quoi. Et oui, si j'ai une machine à laver, je me déplace, je fais le truc, je règle déjà le problème. Tu vois, en 3000, ouais, 3000 raisages, j'ai jamais annulé une fois, tu vois. C'est un truc, pour moi, d'annuler, c'est impossible, quoi. Tu trouves une solution, mais t'annules pas, quoi. Pour le client, enfin, c'est pour le client, tu vois. Je vois pas le client le mettre à la rue, à part si vraiment, je sais pas, une inondation, mais sinon, tu trouves un autre appart, enfin, tu trouves une solution, quoi. C'est ça. Ok, donc comme quoi on peut avoir voilà, une quinzaine, une vingtaine de lots en LCD et quand même ne pas tout automatiser et puis la gestion des plannings, tout faire encore à la mano ou même sur Excel ou ça se Ouais, voit voilà, encore. c'est ça. Oui, oui, non, mais ça, parce que, en fait, quand c'est le même immeuble ou c'est à proximité, certains, ils ont 20 biens dans 20 immeubles différents. Là, c'est pas la même, c'est vraiment la galère. Mais quand t'as 4 biens dans un immeuble, 4 biens dans l'autre, 4 biens dans le suivant, c'est beaucoup plus facile, quoi. Tu passes, déjà, tu fais les ménages en 2 heures, en 3 heures, tu fais 4 ménages et en plus, t'as juste écrit les numéros d'appart et tac, 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 tout se fait, quoi. C'est facile. C'est vite fait, ouais. Ok. Bon, bah, écoute, c'est cool pour ça. Et puis, de mémoire, tu as le statut super haute, c'est ça? Oui, oui, super hot. Ouais. Je suis premier quand même. Je pense que je suis premier région, hein. Je suis à 4,92 sur 1960 commentaires. 1960 commentaires et tu disais voilà, plus de 3000 résas. Ouais. Et du coup, bah, moi, je suis curieux de savoir parce que bah, moi aussi, je suis super haute sur Airbnb. Et c'est vrai qu'on voit qu'au fur et à mesure des réservations qu'on a, et ben, des fois, la note a tendance à baisser parce que il faut beaucoup de 5 étoiles et des fois, un petit 4 ou un 3 étoiles va vite te plomber ta note. Donc, du coup, Ouais. qu'est-ce que tu fais, toi, pour en fait avoir quasi que des 5 étoiles pour qu'en fait tes clients soient contents? Qu'est-ce que tu mets en place, des petits, voilà, des petites astuces ou autres? Alors, c'est un peu compliqué pour moi de répondre à cette question. Comme j'essaye maintenant de faire le minimum possible, c'est-à-dire avec le client, j'essaye de parler le moins possible Hmm. pour me dégager du temps. Donc, je lui envoie un message de bienvenue, mais après, quand il est rentré dans le lieu, je lui parle pas. Quand il Ok. part, je lui parle pas. Genre, en fait, je lui parle jamais. J'écris même pas des messages. Enfin, je l'embête pas. Donc, en fait, pour moi, la clé, c'est facile, hein. C'est l'appartement parfaitement propre. Ok. Ça, c'est vraiment l'astuce numéro 1, mais c'est vraiment une astuce vraiment. Et aussi, numéro 2, pour moi, la deuxième astuce, c'est quand il pose une question, répondre en 1 minute. Moi, j'arrive à répondre, comme on va dire, si t'es salarié, t'as un travail, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, vraiment, de répondre en 1 minute, 2 minutes, d'être ultra réactif, ça, c'est ultra important pour un client. Et dès qu'il y a un souci, je suis là. Ouais, surtout ça, appartement. Bon, après, l'appart de base, il doit être nickel, hein, il doit être beau, déco. Enfin, bien sûr, s'il a des défauts majeurs, je sais qu'au début, j'avais un appartement qui donnait sur la route et il y avait déjà un double vitrage. On a mis un deuxième double vitrage, donc on a 2 fenêtres double vitrage. Ok. D'accord. Mais parce que sinon, c'est vraiment difficilement vivable, vu que c'est sur un rond-point. Mais depuis, il n'y a jamais eu de souci. Et de faire remonter la note, ouais, j'ai déjà réussi sur des apparts. J'avais du 4,88, 4,87, bon, qui est très bien. Et après, souvent, les problèmes, ils viennent même pas de soi-même. Par exemple, il y a, à Monaco, voilà, aux alentours, tu as beaucoup de travaux. Donc, en face, ils faisaient un immeuble. Et donc, ça faisait du bruit. Donc, je prenais des cadres pendant qu'il y avait les travaux. Et après, quand les travaux, ils ont fini, l'appart, il est passé de 4,87 avec 150 commentaires. Maintenant, il a 300 commentaires. Il est à 4,92, quoi. Tu arrives à quand même faire remonter la note avec que des 5 étoiles. Et après, au niveau des mauvaises notes, c'est même pas, c'est juste d'avoir les bons clients parce que je sais qu'un, c'est pas méchant, hein, ma mère est italienne maintenant et tout. Je suis né en Italie, mais les Italiens, ça sera 50% de 4 étoiles. Ok. C'est mathématique. Il y en a qui aiment pas les Français. Moi, les Français, ils mettent toujours 5 étoiles. Donc pour moi, les Français qui mettent, enfin moi, les Français, honnêtement, ils mettent toujours 5 étoiles, mais les Italiens, ils te mettront toujours 4 parce que ils diront fantastique, c'était trop bien chez vous, ils mettront 4. Mais donc je le sais déjà, je m'attends même pas à avoir un 5.
Et donc sinon après j'ai des 5, voilà, surtout le ménage, la réactivité, il faut être ultra rapide dans la réponse des clients s'il y a un souci quoi. Et après je leur demande même pas de me laisser un 5 étoiles. Faut que les fois où je l'ai fait, enfin au début, ils me laissaient un commentaire sur 2, donc au final je pense que ça sert à rien. Enfin Ok, à part je si comprends on est bien. super je sais pas moi je vois pas enfin je vois pas l'intérêt de le faire, qu'on le fasse ou pas. Au final si la personne a envie de laisser 4, elle laisse 4. Ok. Bon, bah après, c'est comme ça. C'est vrai que tu parlais un petit peu, tu sais, des diverses nationalités. Moi, j'ai des 4 étoiles, bah, des Français, et qui, dans le commentaire, mettent appart Ouais. exceptionnel, appartement super propre, enfin, tout est tip top, et tu prends un 4 sur 5, ou alors un 8 sur 10 sur Booking, et là, tu dis Ah oui, putain. non, sur Booking, c'est différent. Non, sur Booking, c'est différent. Sur Booking, pour moi, c'est plus dur d'avoir des 10. Enfin, j'ai des 10, mais sur Booking, pour moi, un 9 représente un 10. C'est pas la même notation. Sur Booking, Non, non, c'est pas la on se même. contente enfin, pas de beaucoup moins, mais d'un 8 ou d'un 9, je trouve que c'est très bien. C'est très bien, ouais. Mais ouais. C'est vrai que quand tu lis le commentaire, que tu vois que c'est Ah exceptionnel, oui, et ça, qu'ils bien ont un sûr, 4 ouais. sur 5, tu te dis Ouais, putain, ouais. ils font chier quand même. Ouais, Mais après, bon. moi, les Français, ils trouvent toujours un petit truc. Il y en a une qui a trouvé, elle est restée une nuit, parce qu'on a eu un dégât des eaux il y a 3 ans, donc bon, le lion, on l'a découpé au couteau parce qu'on a vu une arrivée le lendemain, quoi. Ok. Que t'es pas posé parfaitement, les finitions étaient pas au top, mais t'as dormi une nuit, qu'est-ce qu'on s'en fout quoi. Alors que j'ai 4,97 sur l'appart quoi, c'est vraiment genre des fois bah c'est comme ça. Ouais, faut pas chercher. Je pense qu'il faut pas chercher. Ok, bon bah écoute, hyper intéressant. Et puis après, bah, encore deux, trois petites questions. Notamment, toi, sur bah, ton dernier projet, là, l'immeuble, sur la partie Ouais. travaux, qui de mémoire est pas à côté de chez toi, enfin, c'est pas 5 minutes en voiture, voilà, Ouais, on a 1 heure et demie en voiture. Voilà. Donc du Enfin, coup, 1 heure quand ça roule, 2 heures quand ça roule pas. du coup, la moyenne est 1h30. Voilà, c'est Et ça. je voulais savoir un petit peu comment, bah, tu disais déjà que tu gères toute la partie travaux. Enfin, tu supervises, voilà, tu fais Mhm. maîtrise d'œuvre. Je voulais savoir un petit peu comment tu fais pour gérer tout ça, pour déléguer, et surtout pour aussi tout faire ça à distance. Est-ce que ça nécessite un suivi? Enfin, est-ce que tu te déplaces souvent sur tes chantiers? Voilà. Comment tu t'organises un petit peu quand tu as des apparts comme ça en réno? Bien sûr. Alors concernant me déplacer, je me déplace 1 fois par semaine. Ok. Pour moi, il faut se déplacer 1 fois par semaine. Enfin, Pour moi, aller ça me dérange vérifier, pas. ouais. Je prends la voiture, voilà, vérifier, même voir l'avancement, que tout se passe bien. Enfin, même, bah, il y a des nouveaux matériaux qui arrivent, même bah, donner les indications en fait. Des fois, c'est donner les indications. Vu Ok. qu'1 fois par semaine, bah, je sais pas, t'as le lavabo qui va arriver, le frigo, peut-être, je sais pas, le carrelage, tu le veux comme ça, comme ça, comme ça. Comme c'est vraiment moi qui guide et qui dit tout ce qu'il faut faire, bah, t'as besoin d'être sur place, juste même pour montrer une présence, quoi. C'est important de montrer Ok. une présence, parce que des fois, bah, quand t'es pas là pendant 2 mois, enfin, moi, je me vois pas aller sur mon chantier plus de 2, 3 semaines, quoi. Tu montres pas ta présence, les mecs, ils peuvent faire n'importe quoi. S'il faut, t'arrives, t'as les murs qui sont de travers. Je sais que j'ai un ami à moi, il y est pas allé 2 jours, le mur était de travers, quoi. Donc, non, enfin, donc pour moi, la présence est importante. Après, ouais, tous les soirs, il m'envoie des photos de l'avancée. Après, comme j'ai dit, comme on va dire, ces artisans avec qui je travaille depuis 5, 6 ans, enfin même, il y en a un, ça fait depuis 30 ans on travaille avec lui. Ok. Ah oui. Fidèle. Voilà, donc fidèle et donc bah, je sais comment il travaille. Bien sûr, faut quand même passer vu qu'il peut faire une petite connerie, mais bon, ça sera une petite connerie. Sur certains biens, je sais qu'on va être plus méticuleux. Ça dépend aussi combien tu peux à combien tu peux revendre le bien. Je sais que sur des biens que je pouvais revendre 8, 9 000 euros le mètre, bah fallait que tout soit parfait, les petits détails, parce que les acheteurs ils seraient chiants, même les clients. Sur des zones où tu es à 2, 3, 4 000 euros le mètre carré, bon, si c'est pas parfait, parce que c'était notre défaut au début, on voulait trop la perfection et des fois les chantiers ils s'allongeaient un peu parce que la prise fallait, surtout ma mère, la prise fallait qu'elle soit à 12 centimètres et si était à 11, bah on refaisait la prise. Mais vraiment, on refaisait la prise. Et sur des trucs comme ça, et à force, tu remarques qu'en fait tout le monde s'en fout et c'est moins important. Et oui, après concernant les matériaux, bah c'est moi qui les commande, c'est moi qui les commande et qui les achète et qui les livre. Maintenant, c'est facile. Enfin, j'ai quelqu'un qui les livre. Je ramène tout. De toute façon, au début, t'as le placo, tu dois tout livrer. Ensuite, t'as ça. Ensuite, t'as ça. De toute façon, le carrelage, tout est livré. On va dire, c'est assez simple. Et les petits trucs, bah quand j'y vais, j'ai une petite liste. Je passe à Leroy Merlin.
Bah, je fais un petit tour à l'Euro Merlin, j'achète tout ce qu'il faut et je le ramène, quoi. C'est pas super compliqué, on va dire. Après, bon, le chantier a été long, pas parce que, on va dire, j'ai mal organisé, c'est parce que il y avait des artisans que j'ai pris au début qui étaient pas compétents, c'est tout. Enfin, le plus souvent, c'est D'accord. ça, hein. J'en ai pris un, il foutait rien, enfin, il faisait n'importe quoi, on l'a viré. Le deuxième, pareil. Le troisième, pareil. Et après, bah, l'artisan de confiance est arrivé, tout se passe bien. Toujours pareil. Mais des fois, enfin, c'est ça le plus important, ce sera de trouver la bonne personne, quoi. Ok. Et ouais, toi, à la base, avant de te mettre dans l'IMO, t'avais pas d'expérience dans les travaux, donc comment tu fais en fait Alors, pour. moi, non, mais ma mère, oui. Mais ta Parce mère, que oui. ma Ok, mère, d'accord. voilà, elle a fait de la déco d'intérieur, enfin, pour des clients depuis 10-15 ans. Et après, elle a fait des travaux, on va dire, basiques. Avant, en Italie, elle a fait un achat revente RP, un deuxième achat revente RP, où bah, elle était celle qui dirigeait les travaux, quoi. Donc, tu prends de l'expérience, et c'est bon, elle qui a pris de l'expérience et qui m'a transmis cette expérience, pas dans les 2-3 premières années où, par contre, je vais rien faire, hein, je sais pas planter un clou. Ça, c'est une chose, tu vois. Mais par contre, je sais maintenant parfaitement bah, la plomberie comment ça fonctionne, l'électricité comment ça fonctionne, comment tout fonctionne. Vu que j'ai été sur les chantiers, j'ai vu de mes propres yeux. Et même si je le fais pas, maintenant j'arrive à superviser parfaitement et je sais le déroulé des travaux, quoi. Et quand il y a un truc qui est mal fait, si je suis pas sûr, bah j'appelle ma mère qui s'y connaît super bien. Surtout que là, elle construit des villas en Italie, donc dans les travaux de zéro. Et voilà, je vérifie. Et c'est comme ça que, après au début, oui, si on n'a pas d'expérience et tout, c'est compliqué. C'est peut-être pas mal de se former avec des vidéos YouTube, etc., pour pas arriver sur le chantier, pour pas que l'artisan, on va dire, il nous raconte un truc, on soit oui, oui, c'est ça, oui, vous avez raison. Et au début, ouais, c'est pas facile si on s'y connaît pas, mais à force, Puis ça devient facile, ouais. c'est pas facile, mais c'est surtout que, tu sais, au niveau de la coordination tu sais, des différents métiers, Bien sûr, ouais. tu sais, savoir quand est-ce qu'il faut faire passer le plaquiste, l'électricien, Mhm. le plombier, etc. Et en fait, au-delà, tu sais, de gérer chaque corps de métier, là, en fait, tu fais le boulot de maître d'œuvre, en fait, c'est toi qui les coordonne tous. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant Ouais, et c'est du ça. coup, tu dois pas. Oui, au début, en plus, tu sais pas quoi, qui doit passer en premier. À force d'avoir de l'expérience, bah, tu sais parfaitement coordonner, quoi. Tu sais que quel ordre il faut passer, si quelqu'un n'est pas passé, tu sais comment rattraper la chose même. S'il y a un petit souci, tu sais, voilà, qu'on peut tirer un fil, on peut trouver une solution, le tirer par le plafond, enfin, pour minimiser les choses, si t'as fait le carrelage au sol, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ok. Et ça me fait penser, là, petit tips pour les auditeurs, c'est une collègue de boulot qui faisait ça, mais elle pour sa RP. Enfin, elle a eu plusieurs RP. En fait, à chaque fois, elle mettait une sorte de petite affiche, quand elle faisait beaucoup de travaux comme ça dans sa RP, une petite affiche avec le numéro de chaque corps de métier. Et en fait, quand tu vois, D'accord. ils étaient sur place et qu'elle n'était pas là, bah, elle disait en fait aux artisans, c'est pas la peine de m'appeler moi s'il y a un problème au niveau de l'élec, au niveau de ci, au niveau de ça. En fait, vous appelez le corps de métier qui correspond. Et en fait, elle rentrait des Ok. fois le soir, et ben, il s'était coordonné. Il y avait le plombier qui était là, alors qu'à la base, il devait pas intervenir. Et je trouvais l'astuce tip top. Tu vois, Ok, c'est intéressant, ouais. tu vois, c'est tout con, mais Ouais, ouais, petite astuce, tu vois. j'ai jamais pensé, ouais. Ok. Et bah écoute, hyper intéressant. Et bah justement, j'allais partir sur la partie déco, où Ouais. j'ai fait un petit peu le tour de tes apparts, de ton Insta, etc. Où je trouvais qu'il y avait quand même. Ça reste sobre, mais c'est quand même très beau. Il y a Mhm. des choses qui sont bien placées, etc. Du coup, si j'ai bien compris, c'est ta maman qui gère un petit peu la partie déco, c'est ça plus Alors, sa partie à elle, ou t'as pris un petit peu le relais ouais, non, j'ai pris complètement le relais. Enfin, Ah, ok. on le fait en binôme. Enfin, j'ai pris le Ouais. relais, mais on le fait toujours en binôme, quoi. Les décisions, elles sont toujours à deux et, enfin, on se dispute pas. Après, ces trucs, ces décisions. Non, on le fait en binôme parce que même sur ces biens là, elle construit des villas et même sur ces biens, elle me demande des conseils, tu vois. Donc, c'est vraiment un binôme. Au début, c'était elle, tu vois, au début, mais au début, sur les premiers biens, c'était assez sobre. Enfin, sur le premier, deuxième, c'était assez sobre. On n'osait pas faire des choses, on va dire, un peu extravagantes, c'est-à-dire du papier peint. Il y a 6 ans, le papier peint, enfin, il n'existait pas. Enfin, j'en voyais pas, ça n'existait pas encore. On va dire, sur ma ville, je sais que c'est moi qui ai lancé la mode, on va dire entre guillemets, parce que tout le monde m'a copié. Et c'est assez marrant. Et ouais, au début, enfin, on faisait la déco ensemble.
on va dire, le petit truc qui se détache, c'est vraiment faire des papiers peints. Les papiers peints, je trouve que ça donne du volume, de la couleur à tes LCD. Ouais. Et choisir trois couleurs, faut toujours choisir trois couleurs, des couleurs flashy, quoi. Je sais que il y a un appart que je suis pas fan, mais il cartonne. C'est celui qui cartonne le plus chez moi en LCD. C'est un appart vert. Enfin, il est joli, hein. Mais bon, c'est un deuxième étage, c'est un rond-point en bas, mais il cartonne. C'est celui qui marche le mieux, où j'ai les meilleures notes et tout, mais sans vraiment de raison. Et ouais, les couleurs, genre, je sais que vert, jaune, quoi, ça, c'est des couleurs qui marchent bien, qui tapent à l'œil. Enfin, sur Airbnb, les gens, ils réservent en un clic. Donc, faut vraiment être bon sur cette partie. Et après, ouais, il faut que tous les éléments aillent ensemble. Nous, je sais qu'on est des fois on exagère. Genre, tous les éléments, faut qu'ils soient en or, le petit détail, le petit poignet, tout soit en bois. Enfin, on essaie d'aller vraiment loin. Le tapis, il faut qu'il soit comme ça. Les draps, par exemple, les draps, c'est super important. Les couvertures de lit, ça coûte rien de prendre une belle couverture. Quand je vois le nombre de couvertures pas belles qu'il y a sur Airbnb, c'est le truc vraiment qui te tue sur la première photo. Si la couverture, elle est pas repassée, elle est pas belle, bah, ça te tue, quoi. La première photo, c'est super important. Et ouais, sur cette partie déco, elle lit beaucoup. Après, c'est sa passion. Donc, tous Ok. les jours, elle fait 3 4 heures, elle passe sur l'ordi à regarder les dernières tendances. Et à chaque fois, elle est contente parce qu'elle fait, ah bah t'as vu, on est avant la tendance. Et à chaque fois, on est en avance sur la tendance de chaque année. Et c'est ça qui est important. Après, il faut faire des trucs aussi un peu intemporels. Tu vois, dans les salles de bain, on met du marbre. On a un appart qu'elle a rénové il y a 20 ans, ma mère, en marbre, qui fonctionne toujours, quoi. Le marbre, tu sais que dans 100 ans, ça sera toujours à la mode. Des fois, tu peux essayer des trucs un peu, voilà, un peu différentes, mais il faut que ça soit quand même des trucs assez classiques qui fonctionnent. Et c'est plus sur les éléments de déco, genre un papier peint qui va faire toute la différence, des sièges verts, une couverture verte. C'est les petits éléments qui vont tout changer sur ta déco. Ouais, des petits détails, le mobilier, Ouais, ouais, des petits tel- détails. des petits cadres, etc. Ouais, les cadres, Euh, voilà, j'en parlais pas. Les cadres aussi, c'est super important de bien sélectionner les cadres, d'en mettre. Des fois, on en met beaucoup. Ça coûte rien, un cadre d'occasion. T'arrives à en trouver 5 10 euros, enfin, chez nous, de partout. Donc, les cadres, c'est super important. C'est des petits éléments de déco qui paraissent rien. Après, sur ces petits éléments de déco, en fait, c'est là que tu dois passer 2 3 semaines, voire un mois de tout ton cerveau et ta réflexion doit être, on va dire, sur ce point et pas, sur la partie artisan, mais vraiment sur la partie déco, elle sera super importante pour que ton appart il soit parfait à la fin, quoi. ok. Et tu disais justement, c'est faire des belles photos où les draps sont propres, etc. Et au niveau des photos, c'est quoi? C'est toi qui les fais? Tu fais appel à un photographe? Alors, au niveau des photos, je fais appel à un photographe. Ok, Photographe d'accord. pro, parce que moi déjà j'ai pas d'appareil photo, en plus je sais pas faire retoucher les photos et tout, c'est pas mon domaine. Je préfère payer une fois 150 euros, 200 euros, au moins c'est bien fait. De toute façon, les photos tu les gardes sur 5 6 ans, et en plus si tu revends ton bien, bah tu peux garder les mêmes photos, donc au final c'est rentabilisé fois 100, quoi. Ok. Bon, bah écoute, super astuce, merci. Et des leçons à tirer sur ton parcours? Justement, de parcours de location courte durée, parcours d'investisseur, des choses que tu as apprises au cours de ton expérience? Ouais, des choses que j'ai apprises. Bah déjà que de se fixer des objectifs, mais au final, c'est un peu une phrase qu'on entend souvent, mais à court terme, souvent on se fixe des objectifs un peu trop élevés, et à long terme, tu vois, je sais qu'il y a 5 ans, je me disais, ouais, si je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires en LCD, c'est exceptionnel, et au final, bah, je suis à 400 000, quoi. C'est assez fou, mais ça va très vite. Donc c'est vraiment pas se fixer d'objectifs, mais en même temps, vraiment de faire pas à pas. Toujours, j'ai essayé quand je finissais un projet, j'enchaînais un deuxième, mais pas, je faisais pas 3 4 projets en même temps, vu que c'est assez compliqué de suivre et après on s'y perd. Et vraiment de faire chaque projet à 100%. Ok. Et Non, quand on c'est fait ouais un projet, s'impliquer un max, quoi, être dedans, quoi. Les gens qui investissent, mais au final, parce que moi vraiment l'immobilier c'est ma passion. Il y en a bien sûr qui vont investir dans l'immobilier pour que ça soit ouais, juste du passif, quoi, qui fonctionne, mais quand on est un LCD, que ça reste quand même un minimum de l'actif, même si on délègue. Donc, faut vraiment s'impliquer pour que le résultat soit au top, vu que l'argent, il va arriver tout de suite et on peut avoir des gros revenus tout de suite. Donc, ça coûte quoi de s'impliquer 1 2 mois à fond pour que le résultat soit top, et au final, ouais, vraiment faire pas à pas.
mais au final, les petits pas, ils font des résultats énormes à la fin, quoi. Et on Ok. s'en rend même pas compte. Ok, bah hyper intéressant. Et du coup, tu disais que tu avais d'autres activités, notamment ta partie formateur. Et après, on parlera un petit peu rapidement, je pense, de la partie marchand bien. Mais du coup, formateur, voilà, qu'est-ce que tu fais comme formation comment ça Alors, se partie pratique, etc. formateur, j'ai une formation en LCD, en Ok, location courte durée. Vraiment, c'est une formation comment gérer, décorer son bien. Enfin, vraiment, tout ce que j'ai expliqué dans ce podcast, voilà, condensé en 15 heures de formation, c'est-à-dire fois 15, on va vraiment dans le détail, quoi, vraiment très loin. Et après, ouais, des coachings, voilà, euh, aider les gens à se lancer, à répondre à leurs problématiques, questions. Surtout en ce moment, avec les taux hauts et tout, les gens, ils ont tendance à beaucoup plus se poser des questions, à douter. Ils osent pas se lancer, quoi. C'est un peu plus compliqué. Donc, en gros, c'est ça. C'est vraiment accompagner quelqu'un sur toute la partie immobilier. Et avec mon background, avec mon master en gestion de patrimoine, j'ai également des connaissances en fiscalité, voilà, pour la succession, etc. Dans la diversification d'actifs qui est quand même importante, même si personnellement, j'en fais aucune pour l'instant. ok, bah écoute, hyper intéressant. Et après, tu disais que tu as fait un petit peu de marchand. Alors, tu as fait déjà des opérations achat-revente en nom propre, c'est ça, en Ouais, voilà, RP. c'est ça. Ouais, ouais. Et là, tu dis bon, que le contexte s'y prête pas trop, mais ouais, t'es quand même un petit peu lancé dedans. T'es quand même en veille un petit peu régulièrement sur ce sujet. De toute façon, on va dire, je suis à la, je suis à l'affût d'une bonne affaire. Si je vois une bonne affaire, pourquoi pas la faire? Après, en ce moment, bien sûr, les bonnes affaires, elles se créent, elles se trouvent, etc. On dit toujours qu'il faut créer une bonne affaire, mais en vérité, si le marché, parce que le marché, en fait, chez nous, il est resté haussier, enfin haussier. Genre, il montait de 1 ou 2% sur ces 2 dernières années. De Ok. partout, ça baisse, mais chez nous, ça baisse pas, quoi. Sur certains secteurs, là, ça commence à baisser en 2024. Mais bon, les taux restent hauts et en marchant, tu as des taux à 6, 7%, voire un peu plus haut, tu vois, ça dépend. Donc, sur des taux si élevés comme ça, faire du marchand, et je me vois pas, le marchand, ça reste comme du travail, tu as des responsabilités, tu as des travaux à faire. Donc, si t'as pas une marge d'au moins 25-30%, c'est compliqué de se lancer. Pour trouver une marge de 25-30%, surtout qu'actuellement, je fais des travaux, le prix des travaux a explosé, le prix des artisans a explosé, quoi. C'est pas facile, quoi. Tu peux faire des culbutes rapides, tu trouves même des parkings que tu achètes, que tu revends en direct, sans faire de travaux. Moi, je trouve actuellement, pour faire du marchand, les meilleures affaires, c'est des affaires que tu achètes en dessous du prix du marché et tu revends sans travaux. Et là, Ok. je préfère faire 10% sans rien faire que 20% mais en travaillant et en prenant des risques. Et en ce moment, prendre des risques, c'est assez compliqué. Ça peut rapporter gros si vraiment il y a 50% à gagner, mais s'il y a 20-30% à gagner, t'es pas sûr, t'es vraiment pas sûr de les gagner. Surtout, personnellement, sur l'année à venir, je vois une petite baisse de 5-10% encore de l'IMO, donc parce que chez nous, elle a toujours pas eu lieu, donc après ça repartira, il n'y a pas de souci, hein, on reprendra 50% en 10 ans comme d'habitude, mais pour l'instant c'est compliqué, quoi. Ok. Ok. Et du coup, Et tu dis oui, donc. et au niveau Ouais. des taux, je sais que toi tu travailles en banque, pour moi ça va pas baisser, quoi. Il y a aucune raison que ça baisse, quoi, les taux. On va dire qu'on est en petite tendance baissière. On est en tendance baissière. Je pense qu'on va avoir quand même une baisse Ouais, significative des taux par rapport à ce qu'on a connu là. Tu sais, sur 25 ans, ouais, des bien fois, on sûr, montait à ouais. 4,80, 4,90. Enfin, Oui, oui, on a oui, frôlé les oui, ça c'est 5. énorme, ouais. Par contre, ce qui est sûr, c'est que va y avoir une baisse, mais qu'on n'atteindra jamais les taux qu'on a eu, tu vois, il y Ah a oui, trois ça bien quatre sûr. ans. Ouais, ouais. Avoir du 1, 1,15, 1,20 sur 25 ans, ça, honnêtement, enfin, nous, on a pas Hmm. mal de réunions en interne et Ah voilà, oui, on se dit qu'on n'aura jamais des taux comme ça, tu vois. mais déjà pour moi un taux à 2,5 c'est excellent, quoi. Il y a pas besoin de moins, quoi. Enfin, de Hmm. moins c'est l'argent gratuit. Enfin, pour moi le contexte géopolitique est tellement explosif Ouais, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué. que c'est difficile de voir des choses positives. Exact, ouais. Ok, bon, bah écoute, hyper intéressant. Et du coup, tu disais, en fait, j'allais te demander si tu étais investi sur d'autres supports que l'IMO. Et Ouais. tu disais pas trop, c'est ça? Bah, Enfin, on va dire il y a quelques années, j'avais commencé. Attends, je vais mettre à charger, sinon pour pas que ça coupe. Vas-y.
Sur d'autres supports, j'avais commencé un peu le trading plus que la bourse il y Ok. a 3 4 ans, mais bon, le trading, ça prend du temps parce que là, c'est de l'actif, hein, t'es clairement en action tout le temps. Et au niveau de la bourse, pourquoi j'ai pas investi en bourse? Enfin, parce que j'ai tout investi en IMO. Ça veut dire tout, tout l'apport que j'ai, j'avais toujours mes comptes à zéro, voire à moins 2 3 000. Ça me faisait pas peur parce que l'argent il rentre de façon non-stop en LCD, mais comme j'avais rien sur les comptes, c'est un peu compliqué d'investir en bourse. Et comme la bourse, on va dire, c'est un truc long terme, on est sur 10 20 ans. Moi, le 10 20 ans actuellement, il m'intéressait pas. Ok. Peut-être maintenant me mettre à la bourse. Bon, maintenant la bourse est haute, mais on est sur les plus hauts. Mais bon, me mettre à la bourse, pourquoi pas? Même la crypto, j'ai fait un peu de Bitcoin, un peu, mais genre j'ai investi 1 000 euros. Ça veut dire pour moi, c'est Par vraiment, rapport au reste, ouais, c'est pas voilà, énorme, ouais. ça sert vraiment. Enfin, c'est juste comme ça pour m'amuser. Mais ouais, j'étais beaucoup impliqué en IMO ces derniers temps. Ces dernières années, j'avais toujours zéro sur le compte et quand j'avais un peu d'argent, 2 semaines après, il partait dans un nouvel achat. Vu que j'étais, on va dire, compulsif des achats, donc j'ai pas diversifié les invests. Mais bien sûr, ouais, la bourse, c'est un truc que je vais faire de plus en plus. Surtout, ça demande moins de temps que l'IMO. Enfin, l'IMO, ça demande quand même des choses. L'IMO, c'est pas passif, ça reste, c'est passif d'un côté, mais pas passif de l'autre, quoi. Alors que C'est la quand même bourse, du c'est taf, ouais. 100% passif, quoi. Ok. Ouais, et puis après, je pense aussi, tu as peut-être priorisé au niveau des apports, hein, vu que tu voulais continuer de gaper en IMO, que tu Ouais, voulais c'est continuer à ça. lever des fonds, c'est toujours pareil, hein, de toute manière. Tu vas pas mettre tout ton cash, tout ce que tu gagnes dans des actifs qui sont entre guillemets bloqués ou qui sont liés en fait au contexte. Tu vas pas tout mettre en bourse si, je sais pas, dans 2 mois, ça se pète la gueule. En fait, on sait que c'est cyclique, donc que ça prend toujours en valeur. Mais si au moment où tu en as besoin, pour mettre en apport dans un projet, tu es en tendance baissière, que tu es à -10, -20, -30%, Ouais, c'est ça. c'est con, tu vois. Donc, je suis un petit peu du même avis dans le sens où, moi, jusqu'à présent, j'ai priorisé l'IMO. Donc, en fait, Mhm. au début, j'ai fait un petit peu de bourse, j'ai fait un petit peu de crypto, mais en fait, je suis vite sorti de tous ces supports. Et en fait, là, moi, tout le cash que j'ai, c'est que du dispo. Et en fait, Ouais, ça a c'est pour ça, ouais. vocation à être Mhm. investi dans mes projets, en fait, dans les apports que je mets. Mais Ouais, après, bien voilà, sûr. ça, c'est propre à chacun. C'est aussi, on a chacun nos appétences. Oui, Et c'est ça, puis, putain, ce risque, ouais. et puis une fois que voilà que l'IMO, t'es bloqué ou t'as plus envie d'en faire, et ben c'est à ce moment-là où faut se diversifier, c'est tout. Ouais, on en a pas parlé aussi, l'effet levier, quoi. En bourse, ouais, j'investis 100 000, je gagne 10% par an, mais ça fait 10 000. En IMO, t'investis 100 000, ça fait l'effet levier. T'empruntes 1 million et là, tu gagnes les mêmes 100 000 que t'avais à la base, quoi. Donc, C'est ça. il y a aussi ça qui rentre en jeu. Et surtout quand on est jeune, faut faire un effet de levier de max. Nous, si on prend un crédit sur 20 ans, on va dire à 50 ans, on l'aura soldé. Donc, c'est surtout, ce côté pour moi qui est important, quoi. Ok. Et, Et et du surtout coup, faire ce qu'on aime, quoi. Faire ce qu'on aime. Bon, c'est plus oui, ah important. bah ça c'est le plus important. Il n'y a pas photo. Il y a pas photo. Et en fait, je parlais d'investissement. Est-ce que tu investis aussi sur toi? Est-ce que tu fais des formations? Euh, Est-ce que tu lis un petit peu? Est-ce que alors, sur moi, ouais, j'investis beaucoup, surtout à mes débuts. À mes débuts, j'ai fait beaucoup de vidéos YouTube un peu classiques, Yann Darwin, Christopher Wangen, enfin, etc. Beaucoup de livres. Au niveau des livres, je pense que j'ai fait tous les livres qui existaient en immobilier. Fiscalité, j'en faisais en cours, donc ça aussi, ça allait ensemble. Donc, comme j'ai fait des études ensemble, mais l'immobilier, ouais, c'est des livres. Et après, j'ai pris quelques formations, celle de Yann, celle de Christopher Wangen il y a quelques années. Enfin, oui, j'essaye. Après, en bourse, je sais pas, celle de Tammy Cabage également. Ouais, toujours je me forme, j'essaie de me former un maximum avec des vidéos YouTube, des livres. Ça, c'est important parce que si on se forme pas, il se passe rien, quoi, en gros. ok, ok. Non, je demande comme ça à Ouais, titre, ouais, bien sûr. titre informatif. Et du coup, est-ce que t'en parlais un petit peu au début? Est-ce que tu as des passions dans la vie? Tu disais déjà le sport. Ouais, les passions, on va dire, moi, j'ai toujours été sportif, donc surtout le sport. J'ai fait beaucoup de natation, 15 ans de natation. Après, j'ai toujours aimé tous les sports, un peu le tennis. J'ai fait du tennis. Maintenant, je fais du foot et un peu de tennis. Et j'ai commencé la course un peu par hasard il y a 8 mois pour m'amuser, quoi. Et là, je fais un peu de la course, mais on va dire le sport, c'est un truc vraiment, j'ai besoin d'en faire.
vraiment tous les jours, quoi. Si j'en fais pas une fois par jour, voire des fois j'en fais deux, trois fois par jour, quoi. Je fais 5, 6 heures de sport par jour. C'est un truc vraiment qui est important, on va dire, à mon équilibre. Je me sens pas bien si j'en fais pas, quoi. Après, j'aime bien voyager, etc. Mais j'ai envie de dire, j'aime bien profiter du sport pour voyager en même temps, quoi. Ok. Voyager pour voyager, j'aime pas, mais voyager pour faire du sport, c'est cool. Ok. Et du coup, tu disais que la course a démarré il y a pas longtemps, là, il y a 8 mois, c'est ça? Ouais, Peut-être tu carbures quand même hein, au niveau des perfs. Moi qui suivais un petit peu ouais, ce ouais, que ouais. tu fais. T'as Ouais, fait un marathon là il y a après, pas longtemps déjà. ouais, il y a quelques semaines là, ouais, j'ai fait un premier marathon. Bah, en fait, j'aime bien avoir des objectifs quoi dans le sport. Enfin, n'importe quel sport, si j'ai pas d'objectif, j'arrive pas à me motiver. Mais si j'ai un objectif, et je déteste pas atteindre mon objectif. Enfin, au moins de pas avoir tout donné pour l'atteindre. Donc là, je serai vraiment à 100% et s'il faut s'il faut faire x10 pour l'atteindre, je le ferai quoi. Ok. Et j'aimerais savoir du coup, parce que là t'as fait le marathon, donc t'avais une prépa sportive, Ouais, bien sûr, peut-être ouais. avec des entraînements. En fait, une semaine à tes côtés pendant la prépa, Ouais. entre ton sport, tes apparts, tes travaux, etc. Une semaine à tes côtés, c'était quoi? Qu'est-ce que tu faisais? Comment tu Alors, t'organisais? à semaine à mes côtés, je suis quelqu'un qui se couche tard et qui se lève tard aussi. Donc je me Ok. lève à 9h, tu vois, 9h tranquille. Ouais. Euh, je check un peu mon ordi, enfin planning Airbnb, je réponds aux mails, enfin des trucs un peu voilà basiques. Après entre 11h et 13h, je suis toujours dispo au cas où il y a des check-out en retard, enfin du classique quoi, du classique LCD quoi. Voilà, je suis là, dispo, tranquille, je bosse, je suis sur place. S'il faut, je passe sur les immeubles. Voilà, après à 13h, je vais manger, tranquille, 13h, 13h, 13, 14h, je vais manger. Après, souvent, j'aime bien aller au sport à 15h. C'est un horaire, on va dire, qui me convient bien, 15h. C'est là que j'aime bien faire mon sport de 15 à 17h. Et pourquoi pas, après, moi, j'aime bien travailler encore à 22h le soir, faire des trucs entre 22h et minuit, j'aime bien travailler. Donc ouais, à partir de 15h, on va dire, je vais au sport. Après, je me repose et après, je peux re-aller au sport. Je fais souvent la course à 15h et après, je fais un foot à 20h, quoi. On va dire, un planning assez classique. Et en gros, c'est ça. Et après, je rentre à 22h, la douche et éventuellement, je travaille encore, chill. Et après, il y a des autres jours, je dois aller sur l'immeuble. Donc là, je passe toute ma journée sur mon immeuble, quoi. Et je fais que ça. Donc, ça dépend des journées. J'aime bien un peu varier et jamais faire la même chose, quoi. Ok. Donc ouais, des belles semaines où on s'ennuie pas alors. Ouais, on s'ennuie pas, mais en même temps, on travaille, mais moi, mon but, je travaille 3, 4 heures par jour et j'ai pas envie de travailler 8, 10 heures par jour. Donc, vu que j'ai pas automatisé tout ça pour essayer de trouver un nouveau travail, même si ça me permettra peut-être de gagner plus, mais je préfère profiter et faire les choses que j'aime avant tout, quoi. Ok. Bah ça en découle du coup ma dernière question que je pose à chaque invité. Tiens, je pense un petit peu répondu, mais si tu veux un Mhm. petit peu détailler. Pour toi, réussir sa vie, c'est quoi? Ta vision? Euh, alors, pour moi, la vision, réussir sa vie, c'est être marié, avoir des enfants, Ouais. avoir un travail qu'on aime ou pas travailler. Ça, c'est selon chacun. Mais bon, après, si on a des revenus passifs, on peut ne pas travailler. C'est compliqué, je trouve, intellectuellement, mais on peut de rien faire. Habiter là où on a envie d'habiter, vraiment là où on a envie d'habiter. Et ouais, avoir des enfants là et faire vraiment ce qu'on a envie, quoi. Si on a envie de rien faire, on fait du sport et vraiment être libre, quoi. Pour moi, réussir sa vie, c'est vraiment être libre de faire ce qu'on a envie. Mais Ok. enfin, pour moi, c'est ça ma vision et c'est donc travailler un peu 3, 4 heures par jour et faire du sport le reste du temps et vivre de ses passions, quoi, avant tout. Ok. Bon bah écoute, en tout cas à l'instant T, tu penses réussir ta vie, si je comprends bien, par rapport à ce que tu fais. On va dire le début, on va dire oui. Sur le côté, Ok. on va dire sport, travail, de ce côté, oui, ça va. Et après, le reste, voilà, ça Ça viendra. suivra. Voilà, c'est ça. Ça suivra. Ok, bon bah écoute, merci en tout cas pour le partage de ton parcours, Phil, c'était hyper intéressant. Et puis je suis sûr que ça va plaire aux auditeurs. Avec plaisir. J'espère que
lâcher un like, un commentaire. Et ben là, Le podcast. du coup, c'est les commentaires sur Apple Ouais, commentaire. Podcast. C'est des 5 étoiles sur Voilà, Apple des 5 Podcast, sur étoiles. Spotify, tout. Donc, c'est vrai, tu fais bien de me le rappeler. Ah, c'est Pas important. hésiter. Pour Bon, promouvoir la chaîne. c'est de ça, ouais, je Romain. te remercie. Salut. Avec plaisir. Merci. J'espère que l'épisode du jour vous a plu. Merci encore pour votre écoute. Je compte vraiment sur vous pour aller mettre une note 5 étoiles et un petit commentaire. Et on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Salut!